Je m'appelle Raphaël Quaretti, j'ai 17 ans et j'ai commencé la musique il y a de ça 12 ans, donc à l'âge de 5 ans. J'ai commencé tout d'abord avec une initiation, un éveil musical, comme tout bon musicien. C'est mes parents qui m'ont amené au conservatoire pour me présenter des instruments et j'ai de suite accroché particulièrement avec la contrebasse. Quelques semaines avant, j'avais pu assister à un concert où le thème principal de Star Wars avait été joué par des contrebasses justement. Tout mon intérêt s'est porté pour cet instrument et j'ai su que je voulais en faire. J'ai commencé la contrebasse avec Hervé Raymond qui m'a initié et de suite j'ai accroché avec ce professeur que je trouve très pédagogue et de fil en aiguille, apprécié la musique, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Vous savez comment ça s'appelle quelqu'un qui écrit des musiques? Un musicien? Un musicien, c'est un musicien et celui qui joue, il est enfin on dit qu'il est instrumentiste ou chanteur, et celui qui écrit la musique parce qu'il l'invente, c'est Compositeur. un compositeur, exactement. Un compositeur. Oui, absolument, Ah oui. un compositeur, super, très bien, c'est un compositeur. Juste après la Renaissance, il y a ce qu'on appelle la période baroque. Baroque. Vous connaissez pas ça, baroque? Mais peut-être quand même vous connaissez des compositeurs qui s'appellent par exemple Vivaldi, vous connaissez? Oui. Vivaldi. Il a fait Il a fait ça vous dit quelque chose ça? Donc de l'époque baroque, des compositeurs, vous en connaissez certainement quelques-uns, peut-être comme ça. Et du coup il y a des compositeurs, on les a un peu oubliés. C'est le cas d'un compositeur qui s'appelle Charles-Henri de Blainville. Et ces musiques qu'il a écrites, elles sont pas perdues quand même, pour autant. On les a retrouvées, elles sont bien stockées. Et bien figurez-vous qu'à la médiathèque d'Albi, ils ont retrouvé des partitions anciennes de cette époque-là, de l'époque baroque. Et cette partition-là, on ne les a jamais revues, on ne les a jamais jouées. Nous, on ne les connaît pas du tout. Et on s'est dit, mais c'est dommage, ça a l'air super beau. Donc, il y a un musicologue, quelqu'un qui fait des recherches comme ça sur les partitions anciennes, qui a dit, mais c'est une musique magnifique, c'est trop dommage, on connaît que Vivaldi, on connaît pas Blainville. Parce que si on vous montre la partition, vous, ça vous dira rien. Ce qui vous intéresse, c'est d'entendre la musique. Et donc, nous, en tant que musiciens, on va s'intéresser aussi à faire renaître ces partitions qui ont existé. Donc, on va essayer de faire un projet autour de Blainville. Donc, cet été, on va se réunir, nous, les instrumentistes, pour travailler, et des chanteurs aussi. Il y aura 30 chanteurs, une trentaine de musiciens. Il y aura Juliette, moi, et on va se réunir, on va travailler sur les instruments de l'époque, pour savoir comment, à l'époque, ils entendaient cette musique-là. Et donc, on va travailler cette pièce-là, et on va la redonner en concert pour les Journées du patrimoine, parce que ça fait quand même partie du patrimoine, et on le donnera au Théâtre des Lys. Et c'est mon travail un petit peu aussi, en tant que musicienne, ma spécialité, c'est de se dire, ben, cette pièce-là, elle était jouée à tel endroit, comment ils faisaient à cette époque-là pour jouer ça, à tel endroit, on change d'archer, peut-être c'est pas le même archer, peut-être c'est pas la même... Voilà, et ça m'intéresse aussi d'essayer de voir ce que cette musique-là nous raconte de l'histoire de cette époque-là. C'est une longue histoire en fait qui débute il y a une trentaine d'années maintenant. Lorsque je suis arrivé à Albi, à une époque où j'étais très impliqué dans la musique ancienne, au début des années 90, qui correspond en France au développement des orchestres baroques sur le territoire, suite et à la redécouverte donc, de tout un patrimoine musical, notamment de la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, qui était complètement tombé dans l'oubli depuis plusieurs centaines d'années. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé personnellement à m'intéresser à ce patrimoine et à faire des recherches. Et en arrivant à Albi, ville patrimoniale par excellence, j'ai eu la curiosité, on va dire, de me rendre à la bibliothèque municipale pour découvrir ça. Si par hasard, il existait des partitions de musique ancienne dans le patrimoine de la bibliothèque. Et là, effectivement, on m'a dit oui, enfin, il y a très peu de choses à cette époque-là, et on m'a proposé 3 partitions, 3 références. Il y en a 2 qui ne correspondaient pas du tout à mes recherches, et puis une 3e qui avait l'air beaucoup plus conséquente, beaucoup plus ancienne aussi, qui était
celle d'un grand motet français. C'est une forme qui est très à la mode au milieu du XVIIIe siècle, dont le compositeur indiquait qu'il était maître de musique à la métropole d'Albi, c'est-à-dire pour la cathédrale, pour l'archevêché d'Albi, en 1764. Donc j'ai parcouru cette partition et il y a dessus, parce qu'elle existe toujours, Dieu merci, le nom du compositeur qui est indiqué dessus, et ce nom, Charles-Henri de Blainville, m'a dit quelque chose. C'est-à-dire c'est un nom que j'avais déjà vu sur des documents, et notamment dans des dictionnaires de musique, déjà à cette époque-là. Ce qui fait que ça accroissait encore l'intérêt, parce qu'immédiatement je me suis demandé comment se fait-il que ce compositeur ait pu avoir un lien avec Albi. Donc c'était le début de mes recherches, mais je n'ai pas été honnêtement beaucoup plus loin à cette époque-là. J'ai commencé à recopier le début de la partition. Et puis le temps a passé, je me suis intéressé à d'autres choses dans les années qui suivirent, jusqu'à il y a environ 2 ans, où j'ai participé à un colloque à Toulouse sur les fonds musicaux des bibliothèques d'Occitanie. Et il se trouvait qu'il y avait une bibliothécaire d'Albi qui était présente. Et donc, ça m'a remémoré cette partition de Blainville que je n'avais pas complètement oubliée. Donc elle était aussi un petit peu sceptique au départ, en me disant « je ne connais pas, je ne sais pas ». Mais très peu de temps après, elle m'a fait savoir qu'elle avait retrouvé donc, ce document que je n'avais pas rêvé ou imaginé. Parce que bon, c'est vrai que la musique dans une bibliothèque, c'est vraiment magnifique que l'on conserve ainsi des œuvres, mais la musique sur le papier, elle ne dit rien en elle-même, si ce n'est à quelques spécialistes qui sont capables de lire une partition comme ça de tête, mais si on ne la joue pas, elle reste un peu ce qu'on pourrait dire lettre morte. Et donc le projet est parti autour d'une restitution de cette partition. Qui dit restitution dit constitution et appel à des musiciens pour jouer la musique, puisque là, en l'occurrence, il s'agit d'une pièce qui fait appel à un orchestre, qui fait appel à des chanteurs solistes et qui fait appel à un chœur. Donc, effectivement, il fallait avoir beaucoup de force vive pour envisager cette restitution. C'est pour ça que je me suis mis en rapport avec le directeur du conservatoire, qui se trouve être, par chance, un spécialiste de la musique ancienne et qui a accueilli l'idée de ce projet avec enthousiasme. De cet enthousiasme est né donc le projet d'une académie de musique qui rassemble à la fois des professionnels, des amateurs, des grands élèves de conservatoire pour donc envisager la restitution de cette musique. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, à très peu de temps finalement du concert où on va pouvoir redécouvrir cette musique. De la joie, oui, toi tu as ressenti de la joie. Oui, de la joie. Ouais, toi aussi, super. Alors ça s'appelle une vielle. V-I-E-L-E. Vielle. Violon, vielle. Vielle. En fait, vielle, même les violons, ça fait partie de la famille des vielles. Vielle, c'est tous les instruments qui ont des cordes et qui se frottent avec un archet. Vous avez déjà entendu ce son, ça vous fait penser à quoi? Peut-être à l'époque aussi, peut-être il y a longtemps, ils écoutaient peut-être ces chansons. Effectivement, ça fait penser à quelque chose de très ancien. Comme à nouveau. Hein? Enfin, moi j'ai trouvé qu'au début ça faisait un peu Moyen-Âge. Absolument, absolument. Ça fait Moyen-Âge. Et bien ça c'est l'ancêtre du violon. C'est l'instrument qui existait avant qu'il existe ça, le violon. Vous voyez, il est très rustique, c'était même taillé dans des sabots. Et ça date du Moyen-Âge. Donc ces instruments-là, ça nous donne une indication aussi sur l'histoire. Ici, à Albi, on a de quoi faire. Hein, parce qu'il y a, au niveau de l'histoire, on en a partout. Hein, voilà, de l'histoire dans la rue. On peut écouter de la musique juste pour se faire plaisir. Et ça peut aussi nous faire poser des questions. Pour le tien. C'est-à-dire, on accorde les cordes pour avoir la même note au départ sur le La. Pour avoir les mêmes hauteurs. Et si elles ne sont pas d'accord, ça ferait bizarre. Quoi. On n'est pas d'accord, on n'a pas la même note. Alors si on joue ça et qu'on n'est pas d'accord, on joue juste le début. Voilà.
quand on n'est pas d'accord. Ça fait mal aux oreilles. Alors maintenant, on va vous faire écouter un trio. Trio, c'est quoi un trio d'après vous? Absolument. C'est 3 personnes. Vous aimez bien? Exactement, oui. Exactement. Alors, vous avez remarqué, les violons étaient ensemble, faisaient le même rythme, et Nathanaël, au violoncelle, elle était différente. En fait, ce rythme-là, pam, 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 et ben, en fait, ils se répondent, ils se le passent, ils discutent ensemble. Ils discutent, il y en a 2 qui parlent, après, Nathanaël, elle leur répond. Alors, vous avez remarqué quoi? Là, ils font pas pareil. Ah, qu'est-ce qui fait? Il y a combien de groupes là? 3. 3 groupes différents. Personne ne fait pareil. Celui-là, c'est ce qu'on appelle un alto. Il y a combien de cordes sur un violon? 4. Il y a 4 chevilles, mais il y a 4 cordes. On faisait la même chose ou pas? Non. Non, effectivement, comme tu as dit, on avait les archers qui n'allaient pas ensemble, effectivement. De temps en temps, le sien montait pendant que le mien descendait, on n'était pas ensemble. Vous avez entendu, le son il fait... Tam, 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 tam. Vous connaissez l'adjectif nostalgie? Non. C'est quand tu te rappelles des choses Oui. d'avant et Ouais, ouais, tu as exactement. de nostalgie. C'est ça, la nostalgie c'est ni triste ni joyeux, mais il y a un peu des deux dedans, effectivement, parce que c'est comme un peu de souvenirs. Bon, il y a un peu de tristesse parce que c'est passé, mais des fois c'est des jolis souvenirs, donc il y a un peu les deux. Vous voyez, il y a 4 ronds qui descendent, vous voyez 1, 2, 3, 4, et il y a une barre. Il y a la barre de mesure. Vous voyez, là je suis allée jusqu'à la première barre. Et après la barre, qu'est-ce que je vais jouer? Regardez après la barre. Regardez, vous voyez le petit morceau de bois là qui tient les cordes? C'est ce qu'on appelle le chevalet. On va passer le montrer, d'accord? Et la couleur des cordes, vous voyez? Ah oui. Celles-là, là, elles sont pas la même couleur que cette d'iris là. Les cordes qu'on a, Juliette et moi, elles sont en boyau. Vous savez ce que c'est le boyau? Ça sert à quoi les boyaux dans les... Pour avaler. Oui, c'est ce qu'on a pour, dans le système digestif. Hein. C'est avec ça qu'on fait les saucisses hein, aussi. Trop beau hein, celui-là. Là? Ah ça là? Ouais. C'est des F, c'est là que c'est de là dont sort le son. En fait, pour de vrai, c'est la même époque. D'abord, c'est une copie de la même époque. Pour de vrai, ils sont tous les deux assez récents. Ils ont été à peu près construits à peu près en même temps. Mais sur le modèle des violons, donc vous avez vu, ça n'a pas tellement changé les instruments. Les instruments depuis l'époque baroque, ils n'ont pas changé. Depuis l'époque du Moyen-Âge, oui, vous avez vu par rapport à l'autre, ça a beaucoup changé. C'est du crin, exactement. C'est du crin de cheval. Voilà, c'est fait avec du crin de cheval. Je vous montre celui-là parce que... Attends, soulève. Allez hop. Opération délicate. Prends le virage. Tu peux enlever le... Voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à glisser. C'est un instrument intégré.
Déjà 2, après on verra. Je vais appeler un camion. Dans le clavecin, comme sur la guitare, le son est fait par cordes qui sont pincées. Mettez-vous debout. Regardez, quand je pince la corde, il y a ça là qui se lève. Et ça, il y a un petit bec là. C'est ça qui fait frotter les cordes. C'est ça qui pince la corde. C'est ça qui pince la corde. Et après, ça fait de la musique. Et après, ça fait. C'est pour ça que c'est une corde pincée. Alors que le piano, c'est une corde qui est frappée. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Donc, est-ce que vous savez ce que vous êtes venu voir là maintenant? Oui. La plus vieille partition qu'on a pu trouver sur Albi. Alors, c'est pas tout à fait la plus vieille partition parce que justement, ça s'appelle pas une partition. Parce que vous allez voir, elle est tellement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui qu'on ne peut pas appeler ça une partition. Mais c'est la plus vieille notation musicale. À quoi ça sert de noter? Qu'est-ce que ça permet? Oui? De bien s'en rappeler et de la jouer bien. Oui. C'est pour s'en souvenir plus tard. Voilà. C'est pour permettre à la musique de se prolonger dans le temps. Et par exemple, dans 50 ans, ça te permettra, tu pourras rejouer. D'accord? Donc le fait de noter la musique, c'est quelque chose qui sert à traverser le temps finalement. D'accord? Du coup, je vais passer par derrière vous pour que vous puissiez voir au plus près. Et vous avez 2 lignes de texte et au milieu, ce que j'appelle des pattes de mouche, c'est-à-dire des petits points, parfois un petit peu plus longs pour certains, en diagonale, entre deux lignes de texte, parce qu'en fait, les lignes de texte, c'est ce qu'on doit chanter, et les petits points, c'est la façon dont on doit chanter ces lignes de texte. C'est écrit en latin, oui, bien sûr. C'est évidemment très très peu précis, mais c'est la première sorte de notation musicale qu'on est dans les manuscrits, donc c'est extrêmement précieux. Je vais vous montrer d'autres exemples du même siècle. Alors, 9e ou 10e, on n'est pas bien sûr de la date, parce que les manuscrits ne sont pas datés. Là, on va voir qu'on va réserver un espace particulier pour noter la musique. Donc, on a toujours des lignes de texte et on a toujours des sortes de notes, mais beaucoup plus clairement écrites. Donc là, on n'a pas du tout de clé. La clé, c'est quelque chose qui permet d'ouvrir la compréhension, justement, pour dire dans quelle tonalité on va se mettre. Donc aujourd'hui, on a des clés de sol, des clés de fa, etc. 15e siècle. Ça a changé. Ah, là, c'est... Voilà. C'est plus jeune. Voilà. Donc là, les lignes, elles sont rouges, c'est-à-dire qu'on leur attribue une importance très grande. Décrivez-moi ce que vous voyez. Oui. Des carrés. Pour Des faire carrés les pour notes. les notes. Avant, c'était des points. Quoi Maintenant, d'autre aussi par rapport à maintenant? Alors, tous les manuscrits que je vous ai montrés jusque-là, c'était des manuscrits, justement. Ouais. Donc, des livres écrits à la main. Donc, voilà un exemple d'imprimé avec une partition. Et les notes, elles sont toutes de quelle couleur? Donc là non plus, on n'a pas encore la notion de rythme par la couleur des notes, blanche, noire, croche, etc. Mais les différentes formes des notes indiquent une durée. Et donc voilà la partition en question. Donc on va voir qu'elle est quand même très proche de ce qu'on peut connaître aujourd'hui comme partition, mais pas complètement non plus. Donc elle est manuscrite, c'est-à-dire que là c'est Blainville qui était maître de musique à Albi. Il n'a pas fait imprimer, c'est vraiment son premier
travail, vous voyez. C'est encore du parchemin? Non, c'est du papier, parce qu'on est au XVIIIe siècle et on n'écrit plus sur parchemin au XVIIIe siècle. C'est le tout premier... C'est son écriture. Il y a de cela plusieurs mois, Hervé m'a contacté afin de me proposer de participer à une académie de baroque qui se situait à Albi. Et donc j'ai été fortement intéressé et je me demandais quel compositeur allons-nous traiter. Et il m'a parlé de Charles-Henri de Blainville, qui est un compositeur du XVIIIe siècle, donc de l'époque baroque, qui est assez mystérieux, je trouve. Alors ça a de suite attiré mon attention et j'étais fortement intrigué et ravi de pouvoir participer en tant que contrebassiste, puisqu'il m'a proposé également de changer mes cordes modernes, comme je suis un joueur classique, afin de jouer dans le style baroque, donc c'est-à-dire de mettre 4 cordes en boyau de mouton. L'idée m'a de suite beaucoup plu et j'étais charmé par le son lorsque je faisais vibrer les premières notes, avec un nouvel archet également, dans le style baroque, donc il y a une tenue différente. C'est un petit peu compliqué au début de s'habituer, mais au final on s'y fait assez vite. Et donc il m'avait présenté également les partitions quelques mois à l'avance pour que je les travaille. Et une fois que je les connaissais, alors on s'est mis à répéter avec l'ensemble, donc les cordes. Mais il y a eu également des partiels, c'est-à-dire des petits groupes de travail, donc afin d'améliorer par exemple le travail des basses, avec le violoncelle, la contrebasse, l'orgue et le clavecin. Le motet, je le trouve incroyable en termes de musique. Également la symphonie dans le troisième mode, qui est très innovante pour son temps, je trouve, et très changeante. Le grand motet français est une forme importante au milieu du XVIIIe siècle. Elle prend place notamment dans des cérémonies de prestige, ce qui semble vraisemblablement être le cas pour cette partition de Charles-Henri de Blainville, datée de 1764, année qui est celle de l'arrivée à Albi d'un nouvel archevêque, qui était une personnalité très connue du royaume de France à cette époque-là, puisqu'il s'agit du cardinal de Bernis. Et il se trouve qu'il a été un petit peu mis en exil pendant un moment, et au sortir de cet exil, il obtient sa nomination à l'archevêché d'Albi. Et donc, pour célébrer son arrivée à Albi, en octobre 1764, une grande manifestation a lieu à la cathédrale Sainte-Cécile, où est exécuté effectivement un grand motet. Et donc, très vraisemblablement, il s'agit du grand motet de Charles-Henri de Blainville. Alors, Charles-Henri de Blainville, qui était-il? Son nom est connu, comme j'ai dit précédemment. Son nom figure dans la plupart des dictionnaires français, mais plutôt en tant que, on va dire, de théoricien de la musique, puisqu'effectivement, il a écrit plusieurs ouvrages théoriques sur la musique de son temps, et même sur des musiques extra-européennes, ce qui était très très original pour son époque. Mais c'était aussi un compositeur qui est plus ou moins controversé, qui n'a pas peut-être connu le succès des grands compositeurs de son époque, comme Rameau, comme Mondonville, mais qui a eu son importance à son époque. C'est un personnage qui en même temps, on pourrait dire, qui présente des zones d'ombre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur lui que nous ne connaissons pas à ce jour, et nous sommes encore vraiment en pleine recherche. Aujourd'hui, on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'il est né, en quelle année, ni d'ailleurs en quelle année il est mort. Il y a un mystère qui est autour de Charles-Henri de Blainville, c'est le fait que, donc sur la partition du grand motet, il indique lui-même qu'il est maître de musique de la métropole d'Albi, donc de la cathédrale, mais dans d'autres écrits qu'il a fait par la suite, après il s'est pris d'une passion, je dirais, immodérée, pour la personnalité de Sainte-Cécile. Donc il a consacré quasiment la fin de sa vie à écrire sur Sainte-Cécile, 3 gros volumes qui se trouvent d'ailleurs à Albi. Et sur ces volumes, l'énigme se renforce puisqu'il nous dit qu'il n'est jamais venu physiquement à Albi. Donc ce qui laisse place à plusieurs suppositions pour que l'on puisse comprendre l'existence de sa partition et pourquoi il a écrit cette œuvre si lui-même n'est jamais venu. Les participants de l'Académie ont eu l'occasion de visiter la médiathèque et de découvrir des documents infiniment précieux sur la notation musicale depuis le 9e siècle jusqu'au 18e siècle.
Et donc on a vu l'évolution de cette notation, qui est quand même assez spectaculaire, puisqu'elle met plusieurs siècles avant de se stabiliser dans la forme que l'on connaît aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque de Blainville, au milieu du XVIIIe siècle, on est quasiment déjà arrivé à une notation sur des portées, avec des clés sur 5 lignes, qui est conforme à ce que l'on connaît aujourd'hui. La difficulté, c'est que cette musique, elle n'existe qu'en manuscrit. Et donc, on sait ce que c'est qu'un manuscrit du XVIIIe siècle, qui est écrit à la plume, sur du papier, qui a forcément vieilli, qui est quelquefois une écriture très serrée, qui n'est pas forcément lisible facilement. Donc, le rôle du musicien et du musicologue qui s'occupe de ça est de pouvoir rendre ça accessible, afin que des musiciens, que des chanteurs puissent simplement interpréter cette musique sans avoir de difficultés pour la lire. Donc, d'où la nécessité de la rééditer. Alors, dans un premier temps, on numérise la partition originale pour qu'elle soit accessible sans qu'on ait besoin de la manipuler. Et ensuite, avec les moyens que l'on connaît, notamment en informatique, on peut refaire une édition imprimée qui soit tout à fait lisible dans une écriture qui soit moderne. Tout le monde est faillible, et même le compositeur. C'est-à-dire que le compositeur, il peut se contredire certains passages, mettre des choses dans une voix, mettre quelque chose, autre chose dans une autre voix qui peut être contradictoire. Alors, il faut savoir à quel moment c'est une erreur, à quel moment c'est quelque chose qui est de sa part, qui est délibérément assumé de sa part. Ça peut faire débat, et les répétitions servent à ça, c'est-à-dire on va effectivement débattre entre nous, savoir est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce qu'on peut jouer tel que c'est écrit par le compositeur, ou est-ce qu'il manifestement il a fait une erreur qu'il faut corriger. Le tout est de rester le plus fidèle possible à l'original, puisque c'est aussi la démarche que l'on fait avec les musiciens qui utilisent des instruments qui se rapprochent le plus possible de ceux que l'on utilisait à l'époque de Blainville. C'est déjà un peu plus compréhensible. Ouais. Je pense que oui, c'est ça, c'est un peu descente aux enfers. Ça pourrait être. Et à chaque fois après l'autre. On peut essayer ça. On peut essayer l'idée de. Avec nous aussi. C'est sympa. Ouais, c'est une proposition. Ouais. Ça pourrait être. Moi j'aime bien ça. Moi j'aime bien aussi. Décoction, on perd la volonté de. Attention les noirs pointés pour les violons et de pas être trop pas sostenuto. C'est la levée de la mesure d'après. Si on appuie un peu, ça retarde. Que si on a cédé du tempo sur la descente, qu'on relance pour la cadence d'en bas. Objectif, pas. Oui, c'est très simple. Voilà. Tout à fait objectif. Avancer un tout petit peu. Unité. Est-ce qu'on peut équilibrer l'entrée ici? Parce que c'est vrai que quand les dessus rentrent, c'est 3 fois plus fort que le... C'est aussi l'endroit où on coupe qui n'est pas clair. Il faut qu'on coupe au même endroit, donc il faut que tu nous dises où est-ce qu'on coupe. Ok, même chose. Tu peux nous jouer un do? On ne peut pas respirer après mais et. Est-ce qu'on peut faire juste le point de 112 Ouais. Et comme on est dans une tessiture pas efficace, faites gaffe. L'idée c'est de pouvoir ménager les voix pour pouvoir ménager le crescendo sur toute la durée de la phrase. Donc si vous partez trop piano, vous allez détimbrer et ça va pas marcher. Si vous partez trop fort, vous allez épuiser la phrase et qui va diminuer après. Donc 119, 120, 121. C'est ça Julie, 119, 120, 121. Et diminuer.
Le dur, vas-y, non. Juste avant. Ok, ça va. Là, on l'intensifie. L'intensifie. À la fin de la Oui, ça. Voilà. Ça se fait. Là, c'est un désinence et respire avant le là. D'accord. Ok, merci. C'est l'avant? Ouais. C'est juste, à mon avis, c'est juste une erreur de clédute. Elle est une mesure trop tard. Donc c'est Ré mi ici, qui est logique, c'est dans la bonne tonalité. Mais la question, c'est quelle est la première note de la mesure du petit cœur? Note de basse. Avec l'appui sur le premier temps, sur le la. Puis la. Ça c'est mélodique. Ça c'est accompagnement. Accompagnement. C'est du continu. Du coup, faut timbrer différemment. On n'est pas trop fort. On n'a pas la bonne sonorité. La battue à 4 des deux dernières mesures, je pense pas que ça doit être la moitié du tempo. C'est pour caler un ralenti, mais il faut pas diviser par deux, sinon ça ajoute carrément une mesure. Ils ont plus d'air, ils arriveront pas au bout. Je pense qu'il est fondamental d'être initié à la musique classique, puisque c'est un art très enrichissant. Et dès le plus jeune âge, je pense que ça apporte un vrai plus chez les jeunes. J'ai eu la chance d'être initié à l'âge de 5 voire 6 ans, et ça m'a apporté énormément, je trouve. Bien que des fois, c'était un peu particulièrement difficile d'assumer à la fois le côté travail scolaire et d'un autre côté le travail musical qui demandait beaucoup de rigueur, de discipline et d'effort. Maintenant, je suis épanoui puisque je vais en faire ma carrière et mon métier. L'année prochaine, j'envisage donc des études de musique classique entièrement, donc dans un cursus spécialisé et préparatoire à l'enseignement supérieur avec un professeur de contrebasse, pour me préparer au CNSM, qui sont les conservatoires nationaux, dans lesquels à être formé, à passer mon diplôme national supérieur et professionnel de musicien, donc avoir une licence et puis progressivement enchaîner avec un master pour avoir un bagage nécessaire à ma carrière de musicien. Attention, dis-moi bonjour. Vous avez chauffé un petit peu? Non. Dans la voiture? Dans le vélo? Alors, Sur le vélo? J'aurais pu faire le tour de Calais dans le bus. au niveau temporel, déjà, on va ouvrir. Allez, on y va en piste, debout là. Allez. Tu descends. Ça va? Allez, on va aller. On inspire et je souffle. Je tapote, je réchauffe, je réveille. Encore. Vous allez être au top. J'inspire, je souffle et je tapote. Bonjour à tout le monde. On peut s'accorder peut-être. On commence avec le numéro 5 du bouquet. Bonjour. C'est un peu lent, non? Ah ouais, c'est plus rapide. Hein. Alors, on peut essayer juste la partie solo pour voir le tempo pour déchauffer. Rigolons, c'est rapide. Hein. La si si do ré si. La si si do ré si. Ah d'accord. Voilà. Directement? Ouais. Allez, c'est parti.
Hervé, là. Il faut les faire partir là. Hein. Nous ici, on ne vous entend pas forcément très On se met juste derrière les instruments pour cette partie de petit cœur. Oh, ils sont Dos também. C'est des super choses. La pulsation. Et en plus, ça aidera les copains. On refait le même. Hein. C'est bizarre. On refait pas. Faites les basses. Faites les basses. Et je vais refaire le dos avec les basses. C'est quoi ta question par rapport à bien placé. Est-ce qu'on peut reprendre 43? Avalez un peu le ré. J'avais une idée. Celui-là, c'est plus naturel, mais on entend. C'est trop long, c'est trop long. C'est très. J'avais l'impression d'être un peu en avance. Oui, ils n'ont pas suivi. Mais c'est mieux parce que il faut mieux que tu sois à tempo ou quasi jusqu'au bout. Ça marche. Celui-là, c'est ouais. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Je crois que tu les as toutes maintenant. Il n'y en a pas d'autres. Le jubilato, j'avais vérifié. Ouais. On va manger? Allez. Ah ouais, non. C'est un truc qu'on apprend en Mais je change beaucoup l'accord du coup.
Je crois que ce qui est important dans ce projet, c'est effectivement l'aspect purement patrimonial, l'aspect de recherche, qui nous permet finalement d'avancer dans la connaissance historique, à la fois au niveau musical, mais aussi dans l'histoire de l'Albi. La réussite dans son deuxième aspect, c'est le fait d'avoir créé cette académie de musique, qui est une première à Albi et même, je pense, dans le département du Tarn, autour de la musique ancienne. Et donc, cette possibilité d'intégrer des jeunes musiciens qui finalement, eux, continueront, je pense, enfin je l'espère, cette histoire, cette pratique musicale qui est particulière, ces recherches, et donc j'ai eu particulièrement plaisir à y intégrer un de mes élèves, Raphaël, que je connais depuis qu'il est très jeune enfant. Je me suis occupé de sa progression jusqu'à aujourd'hui, et je pense que pour moi c'est aussi important qu'il fasse partie de cette aventure. Je pense qu'il découvre beaucoup de choses à ce sujet, donc c'est aussi une transmission comme un relais de la connaissance musicale et du patrimoine. Cette académie m'a beaucoup apporté, elle m'a enrichi musicalement. J'ai appris beaucoup en technique, notamment au niveau du son, de l'archer, et j'ai pris beaucoup de plaisir à effectuer ce très beau projet. Et je me suis senti ce soir particulièrement bien sur scène, assez calme, posé. J'ai vraiment pris un immense plaisir. J'ai joué avec le cœur cette partition inédite et mystérieuse, le grand motet de Charles-Henri de Blainville.